14 ans après, ils sont de retour. Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour la review du film Les Indestructibles 2, sobrement intitulé Les Indestructibles 2, j'ai envie de dire. Pas de titre à rallonge ou pas de Les Indestructibles, l'attaque du démolisseur par exemple, comme il y avait eu un jeu vidéo. Simplement une bonne vieille numérotation à l'ancienne. Voilà, ça fait plaisir de retrouver la suite, 14 ans après Les Indestructibles, la famille part et de retour. Alors, j'ai pas spécialement mis de hype justement parce que je voulais pas survendre le truc, parce que Les Indestructibles, qu'on se le dise, c'est clairement, c'est encore aujourd'hui l'un des meilleurs films de super-héros. Alors, je suis pas totalement objectif dans mon appréciation du film, puisque j'avais 7 ans quand je l'ai vu au ciné, donc il y a l'affect qui joue, on va pas se mentir, mais objectivement, ce film, déjà, pour un Pixar, c'est un très bon Pixar, l'animation, le scénario, les chara-design, on va dire, tout ça, voilà, c'est du Pixar, c'est au top. Et puis l'histoire en elle-même, c'est l'un des rares films de super-héros qui utilisent pas simplement les super-héros en fait pour en faire des objets de pur divertissement. Il y avait vraiment un fond à débat, des thèmes abordés très intéressants par rapport à la place des super-héros et qui, je le rappelle, est sorti en 2004, 2 ans avant l'event Marvel qui s'appelait du coup Civil War, qui a été adapté récemment au cinéma et qui était un des premiers events de Marvel slash DC, hein, les deux Big Two confondus, à vraiment traiter autant en profondeur la place des super-héros dans notre société. Et ça, Les Indestructibles l'avaient déjà bien commencé il y a 2 ans avant au cinéma dans un film d'animation. Chapeau, voilà, chapeau, il y avait du très bon boulot, on disait justement que les super-héros, il y a des conséquences à leurs actes et tout ça, donc c'est avec impatience, mais pas trop, que j'attendais cette suite du coup des Indestructibles 2. Je l'ai surtout attendu en fait quand j'étais gosse, et après au bout de 10 ans tu finis par dire il n'y aura pas de suite, clairement. Et puis là d'un coup on nous annonce l'Indestructible 2, tombé du camion. Et c'est vrai qu'il y avait une petite appréhension de se dire ouais mais comment on va faire mieux que le 1 quoi? Comment on va faire au moins aussi bien? Comment on va rendre ça intéressant? J'avais envie de revoir les Indestructibles, mais est-ce qu'il y avait matière à dire? Et oui, il y avait matière à dire. C'est Brad Bird qui est de retour au scénario, enfin la réalisation d'ailleurs, qui avait fait le premier, qui a fait Ratatouille, qui avait également fait le court-métrage Jack Attack, et qui a aussi réalisé Mission Impossible Protocole Fantôme. Déjà, on sent que voilà, Pixar, Disney voulait mettre c'est vraiment Brad Bird, le créateur à la base. C'est pas, ils se sont pas dit on va faire une suite, tiens machin, tu vas faire un peu comme ça, comme si, tu vas essayer d'imiter le genre de Brad Bird. C'est Brad Bird. Ensuite, Les Indestructibles 2 c'est trop cool, non franchement c'est une très bonne surprise. Alors avant de partir vraiment dans la critique, il va y avoir du coup la partie sans spoil au tout début et la partie avec spoil. Juste avant de commencer cette partie sans spoil, petit point quand même sur le casting des voix françaises, puisqu'il y a eu 2 voix qui ont changé, je les ai notées. Donc Marc Alphaut, qui est malheureusement décédé en 2012, qui faisait la voix de Monsieur Indestructible, a dû laisser sa place bien évidemment, et il a été remplacé par Gérard Lanvin. On est dans le même timbre de voix, mais on sent que c'est pas pareil, et je trouve que c'est avec lui que ça coince le plus. Et le second changement, c'est Violette, qui n'est plus doublée par Laurie, mais par Louane. Voilà, elle parle pas énormément dans le premier film, donc ça va, déjà les voix se ressemblent plus, mais je trouve que dans l'intonation justement de Monsieur Indestructible, ça s'entend. Voilà, ceci étant dit, c'est parti pour la partie sans spoil. Les Indestructibles 2 est la suite directe du premier, puisqu'on commence directement avec l'attaque du démolisseur. Les Indestructibles sauvent la ville mais sont arrêtés pour les dégâts causés. La ville est en partie détruite, la banque a été cambriolée et le démolisseur n'a toujours pas été capturé. Ce qui amène les flics à enfoncer le clou en disant que les super-héros sont inutiles, les banques sont couvertes en cas de ce genre de problème, donc l'intervention des super-héros n'a absolument servi à rien, les super-héros ne servent à rien. Depuis les événements du premier, la famille part vit donc dans un motel puisque la maison a été détruite par l'avion, détruite par Syndrome. Les super-héros c'est fini, mais Bob n'arrive pas à raccrocher à son ancienne vie et à définitivement lui dire adieu. Cependant, l'attaque du démolisseur a permis aux riches entrepreneurs de DevTech de contacter les super-héros dont ils souhaitent ardemment le retour. Absolument fan des super, ils contactent Monsieur Indestructible, Elastigirl et Frozone pour lancer une grande opération pour faire en sorte que les super-héros redeviennent légaux. Et à la surprise de Monsieur Indestructible, c'est Elastigirl qui est choisi comme porte-parole des super-héros et qui va mener les premières missions de manière à faire en sorte que les autres super soient légalisés. Bob se retrouve donc dans l'obligation de laisser son costume au placard et de jouer les pères au foyer. Oui, ce film est à la hauteur du premier, clairement c'est un très bon film. Est-ce qu'il est mieux? Non, je ne pense pas. C'est quand même très difficile de faire mieux que ce premier film absolument génial, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose de bien pire pour une suite autant de temps après. Et non, franchement, allez-y,
c'est du bon, on prend du plaisir, c'est Les Indestructibles. J'ai vraiment eu l'impression de me mettre devant un film qui aurait pu sortir en 2005 ou 2006. On sent que l'animation, on sent que c'était plus loin. Il y a des trucs plus audacieux que ce que pouvait faire le film de 2004. Mais c'est l'esthétique des Indestructibles, que ce soit l'animation, la représentation des personnages, ou même tout ce délire un petit peu old school avec les vieilles affiches de super-héros, tout ça est gardé. Donc, si ce n'est peut-être, il y a un peu moins de grain peut-être dans l'image, mais j'ai vraiment l'impression de voir une suite, pas vraiment... Genre, on n'a pas l'impression qu'il y a 14 ans d'écart entre les deux animations, et ça c'est plutôt bien joué. Parce que ça aurait pu être aussi un problème, hein. C'est le genre d'art qui évolue extrêmement vite avec les nouvelles technologies, donc on aurait pu se retrouver avec quelque chose qui dénotait complètement visuellement. Ce n'est pas le cas, et déjà c'est un premier très bon point selon moi. On a également droit à une très belle mise en scène avec des jeux de lumière assez astucieux, et surtout de très belles utilisations des pouvoirs, peut-être même plus que dans le premier, notamment Elastigirl et Violette, dont je reparlerai un peu dans la partie spoiler, mais c'est vrai qu'il y a des scènes d'action qui sont vraiment permises grâce à leurs pouvoirs. Donc là-dessus c'est bien joué, ça fait plaisir à voir, il y a une très belle esthétique, notamment dans le repère du méchant qu'on découvrira à un moment, c'est joli, c'est beau, on est tenu en haleine durant tout le film, même la construction, il y a vraiment deux thèmes dans ce film, clairement c'est les super-héros avec la mission d'Elastigirl, et le thème de la famille avec Monsieur Indestructible, et du coup toute la famille part. Il y a vraiment ces deux axes, un peu comme dans le premier au final, qui vont finir par se rejoindre, qui vont tout simplement, oui, se rejoindre pour le grand final. Encore une fois, comme le premier, c'est bien foutu, c'est bien ficelé. On sait pas vraiment forcément où ça va aller, il y a quand même de la surprise. Notamment sur la fin, j'avais en fait très peur que ça soit prévisible. C'est-à-dire que la bande-annonce, c'était Elastigirl qui reprenait du service. Du coup, je me suis dit, ça sent un peu le swap avec le premier où c'était Monsieur Indestructible avec Elastigirl qui garde les enfants. Là, c'est l'inverse. Je voulais pas juste que ça soit un miroir là-dessus, juste pour dire, même si je veux une héroïne, mais si c'était juste pour faire le miroir et dire, hey, les femmes aussi peuvent le faire, je trouvais ça un peu vide, c'est ça aussi qui m'inquiétait un peu, et pas du tout. Il y a plein de surprises par rapport à ça, le message par rapport aux personnages féminins, les personnages féminins sont vraiment très forts, Elastigirl montre qu'elle se débrouille au moins aussi bien, si ce n'est mieux que Monsieur Indestructible, donc là-dessus c'est très très bien foutu, et il y a vraiment des surprises, que je ne vous dirai pas du coup, mais il y a vraiment des bons points de scénario, des personnages qui sont bien mis en avant, notamment Frozone. La première apparition de Frozone avec le démolisseur, franchement j'ai les petits frissons quand Monsieur Indestructible gueule Frozone et qu'il arrive avec tous ces jets de glace et tout ça. Je me suis dit, ça y est, c'est les Indestructibles, c'est la suite, ça y est. Franchement c'est là où je me suis dit, dès le début, je sens que je vais kiffer. Donc ça c'était bien foutu. Après les personnages féminins, ou même les personnages en général, où j'ai envie de dire, le méchant est plutôt pas mal. On n'est pas trop dans la répétition de Syndrome, et ça je le développerai justement tout à l'heure. On a un petit peu axé nouvelle technologie encore une fois, mais les motivations sont pas les mêmes, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer cette partie sans spoil? Franchement, ça vaut clairement le coup. Ça vaut vraiment le coup. Allez voir Les Indestructibles, parce qu'il est trop bien, et puis mention spéciale à Jack, les gars, enfin... Jack est aux Indestructibles 2 ce que les mignons étaient à moi moche et méchant 2. C'est la révélation. C'est dès qu'il y a Jack à l'écran, c'est des barres de rire. Et franchement, là c'est pareil, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ils vont faire de Jack un bordel commercial. Surtout que j'avais vu, il y a déjà des variantes de Funko Pop par rapport aux différents pouvoirs de Jack. Je me suis dit, ils vont se faire plaisir là-dessus. Et pas du tout. Il apporte une fraîcheur au film et vraiment un humour bien plus présent, je trouve, que dans le premier. Il a des mimiques et tout ça, et d'ailleurs l'animation, le faciès de Jack est fait à merveille, parce que chaque visage, chaque sourire ou grimace que fait Jack, on la vit, et elle nous donne envie de rire ou de nous amuser avec le bébé, donc là-dessus, Jack, gros point fort du film. La partie sans spoil est terminée, on passe à celle avec spoil, et ce que je vais faire, c'est que je vais parler des personnages les uns à la suite des autres en fait, et ça va me permettre tout simplement de parler de quasiment tout le film grâce à eux, puisqu'on a vraiment, et ça montre déjà un autre point fort, c'est que les personnages sont vraiment tous assez importants et se construisent avec le film, donc voilà, je présente tous les personnages et je commence par le développement de Monsieur Indestructible tout de suite. Monsieur Indestructible qui change de rôle et qui se retrouve père au foyer durant ce film, vraiment bien foutu.
Je trouve, ils en ont pas trop fait en fait, ils ont rendu ça vraiment très réaliste, et notamment parce qu'il va se retrouver totalement débordé, et ça déjà ça montre, contrairement à ce que pourraient croire déjà certains machistes, le travail de parent au foyer est un travail tout simplement, et peut-être même l'un des plus difficiles et surtout l'un des plus importants. C'est clairement montré par le film, puisque Bob, au bout de 2 jours, est complètement débordé, et la galère en fait réside dans les soucis du quotidien, et ça c'est bien mis en avant. Par exemple, il galère avec un problème de maths avec Flèche, il le résout, et 2 jours plus tard, Flèche est passé à autre chose. Du coup, il a encore besoin de son père sur des nouveaux problèmes différents, et la galère recommence. Violette, elle, est en pleine crise d'adolescence avec ses premiers amours, c'est la galère. Elle veut pas de la présence de ses parents, elle a pas envie d'être gênée par ses parents, donc du coup Bob arrive pas à trouver sa place. Jack est en train de développer ses 17 nouveaux pouvoirs, c'est du grand n'importe quoi. La scène de baston avec le raton laveur et Jack. Oh là là, elle était terrible, terrible. C'était incroyable cette scène. Et je pense qu'il s'est servi, du coup, Brad Bird, je pense qu'il s'est servi un petit peu de Jack Attack, parce que il y avait un truc, enfin, dans la baston du bébé, c'était un régal. Après, l'humour, encore une fois, ça tourne beaucoup aussi autour de ça, et justement de la galère du quotidien. Par exemple, à un moment, Bob va chez Edna et il nous raconte comment il galère, et il nous dit des trucs qu'on n'a pas forcément vu à l'écran. Genre par exemple, il se tape tout un délire comme quoi il a acheté les mauvaises piles. Il a acheté des piles trop grandes, du coup elles rentrent pas parce que c'est pas des petites. Et on a l'impression qu'il a 2 doigts de se pendre à cause de ces piles. C'est des trucs totalement ridicules, mais c'est toutes ces petites choses du quotidien mis bout à bout. Et là-dessus, le personnage fait un gros travail. Et un autre gros travail sur Bob, c'est justement que c'est pas lui le super-héros. Et ça, il a énormément de mal à le vivre. Son ego va en prendre un gros coup, puisque quand Elastigirl est choisi, même si c'est sa femme, même s'il l'aime, il va presque dire franchement, je suis meilleur que toi. Même si c'est pas vrai, et justement Elastigirl est choisi par rapport à ses ratios, puisque par rapport à son nombre d'interventions réussies et les dégâts qu'elle crée, les dégâts qu'elle cause, c'est la plus efficace. Puisque Monsieur Indestructible, même s'il te sauve un immeuble, derrière il le fait s'écrouler. C'est un gros bourrin, il cause à chaque fois beaucoup de dépenses en dégâts. Donc Elastigirl est choisi pour ces raisons, et Monsieur Indestructible le vit très mal, et il est obligé d'attendre que sa femme réussisse pour pouvoir à nouveau devenir super-héros. Et c'est pas lui qui sera sur le devant de la scène, alors que Monsieur Indestructible était vraiment THE super-héros à l'époque, c'était un petit peu le Superman, le mec que tout le monde connaissait. Donc là-dessus on sent, et dès le début, du coup quand il discute avec Elastigirl, dans le lit justement, il discute de ça, de cette mission, il a commandé d'accepter, mais Elastigirl souligne le truc, mais ça lui arrache la gueule de lui dire qu'Elastigirl fera sûrement du très bon boulot. Parce que pour lui, c'est lui le super-héros en fait. Et là-dessus, il va y avoir un développement assez intéressant. Violette est également pas mal développée dans ce film, elle a le droit à pas mal de présence. C'est sa crise d'adolescence, donc voilà, ça va créer du coup pas mal de choses dans le scénario. Il y a toute son histoire avec Tony, le garçon dont elle est amoureuse déjà dès le premier film, et c'est assez intéressant puisque ce personnage sert à replacer le contexte avec l'attaque du démolisseur d'un point de vue humain classique, on va dire, d'un citoyen lambda. Donc ça c'est bien joué, ça permet de relancer l'intrigue du premier film sans devoir la répéter et d'avoir un point de vue différent. Un petit peu comme ce qu'ont fait Batman v Superman avec le point de vue de Batman sur les événements de Man of Steel. C'était bien vu, ça permet d'en apprendre plus sur l'organisation qui permettait de cacher les super-héros après leur marginalisation. C'était sympa. Violette, il y a tout un truc justement sur sa crise d'adolescence, encore une fois, voilà, elle veut plus parler à son père, elle renonce à ses pouvoirs parce qu'elle a des problèmes dans son lycée à cause de ça, mais elle finit par tout accepter, et elle se rend compte que son père, son père, pareil, il galère, elle se rend compte que le rôle d'un père est pas facile non plus, donc il y a cette espèce de cohésion à la fin qui se crée grâce à ça, et c'était vraiment bien trouvé, un peu émouvant quand même. Et puis il y a cette complicité, voilà, c'est une famille de super quoi, même Violette à la fin finit par vouloir aller casser des gueules, et ses pouvoirs, là voilà, là les pouvoirs de Violette sont vraiment utilisés, elle crée pas simplement des champs de force, elle crée plein de barres d'énergie pour cogner, frapper, renvoyer, faire éclater des trucs, c'est un feu d'artifice, et les pouvoirs de Violette sont vraiment très bien utilisés, notamment son combat contre Vortex, du coup qui peut créer des portails dimensionnels dans l'espace, un peu comme Blink dans les X-Men. Il y a vraiment un très bon combat, une très belle chorégraphie, et je pense que c'est l'un des meilleurs combats de ce film. Flèche pour le coup est peut-être le moins mis en avant du coup, puisque juste après il y a Jack dont je vous ai déjà parlé, je reviens pas trop dessus. Mais Flèche a surtout le rôle du comic relief, il est encore trop jeune pour vraiment s'opposer profondément à ses parents comme le fait Violette, même ses pouvoirs en fait. Le problème des pouvoirs de Flèche c'est que pour le coup,
soit il court vite comme il fait maintenant, il court sur l'eau et 2-3 trucs comme ça, soit après on part dans du grand n'importe quoi, soit on part dans les extrêmes avec Flash où il se met à traverser le temps et la matière, donc c'est compliqué d'adapter ce pouvoir de super vitesse. Et puis bien sûr, Elastigirl qui reprend du service, et étonnamment j'ai pas grand chose à dire sur Elastigirl, puisqu'au final au début, alors qu'elle justement trouve ça normal que les super-héros, enfin plus ou moins normal que les super-héros soient interdits, pour elle c'est la loi en fait, donc elle se pose pas la question, faut respecter la loi. Il y a d'ailleurs une petite opposition entre Bob et elle au début, puisque Bob trouve justement cette loi débile, donc si la loi est débile, il faut qu'il la fasse changer, alors que Elastigirl dit que s'il y a une loi qui est débile, une autre loi la compense. Il y a cette opposition qui d'ailleurs aurait pu être un poil plus développée. Bon après voilà, on va pas non plus partir sur du débat politique, hein, on reste dans un Pixar, faut pas abuser. Mais ça aurait pu être un chouïa plus développé. Et au final, Elastigirl accepte, du coup elle change plus ou moins d'avis sur les super-héros, elle est contente de pouvoir participer à ça, mais je trouve que même par rapport à Monsieur Indestructible, c'est pas elle qui a le plus gros développement. En revanche, elle brille, ses pouvoirs sont trop stylés, elle accomplit des missions avec brio, et puis la scène où elle a la moto, je sais plus comment ça s'appelle, l'élastimoto je crois, ou je sais plus quoi, qu'elle peut couper en deux, en fait qu'elle peut séparer en deux, et du coup avec son pouvoir élastique, ça lui permet de rouler n'importe où, n'importe comment. C'est très stylé. Franchement, c'est très stylé, je pense que c'est l'une vraiment des meilleures scènes d'action du film, très originale, qui est permise grâce au pouvoir d'Elastigirl, donc c'est stylé. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce moment. Frozone a également eu une bonne présence dans le film, plus je dirais peut-être que dans le premier film, en tout cas plus en tant que Frozone du coup, puisque dans le premier, il était surtout, enfin il agissait avec les cagoules, là, avec la scène du cambriolage. J'aime beaucoup Frozone, et puis voilà, la voix française de Samuel L. Jackson, et d'ailleurs il est doublé par Samuel L. Jackson en VO aussi. C'est trop stylé, les pouvoirs sont classe et tout, j'adore Frozone. Je le kiffe, il est bien, il est cool. Et bien sûr, il y a Winston. Winston Devor, c'est ça. Alors lui, j'ai eu un doute au début, je pensais que ça serait le méchant. Et pas du tout, en fait, il a vraiment un enthousiasme et une naïveté un peu enfantine. Et il communique son enthousiasme, et je trouve que ce personnage est très intéressant puisqu'il a permis de canaliser toute la nostalgie envers les super-héros dans ce personnage. C'est-à-dire que c'est Winston qui est nostalgique. C'est pas le film qui est nostalgique à nous rabâcher tout le temps les super-héros d'avant et tout ça. Winston le fait un peu au début avec Gazerbin et je sais plus comment il s'appelle, et c'est tout. Mais les super-héros qui sont présents dans le film, puisqu'il va y avoir d'ailleurs de nouveaux super-héros qui émergent grâce à Elastigirl, on est dans le présent, on se soucie des super-héros présents. Les super-héros passés, c'est laissé au passé tout simplement, c'est laissé au premier film. On n'en parle plus, et ça c'est un bon point, c'est pas du réchauffé, on va de l'avant, et c'est aussi en ça que Les Indestructibles 2 est une très bonne suite, et complète très bien le premier. Et puis bien sûr, Evelyn Devor, l'hypnotiseur. Alors je dois avouer que pour le coup, le twist était un peu cramé, j'avais un doute, hein. Pour moi c'était soit le frère, soit la sœur. J'hésitais en fait, mais par rapport au passé qu'ils nous donnent dès le début, voilà, leur père a été assassiné parce que il a voulu aller téléphoner à un super-héros, alors qu'il aurait pu se cacher dans la chambre forte et attendre tout simplement que ça passe. Du coup, lui, son frère en a déduit que oui, les super-héros, s'ils avaient pas été mis à la retraite forcée, à ce moment-là, ils auraient pu venir aider son père. Sa sœur dit qu'il aurait juste eu à se mettre dans la chambre forte et que du coup, les super-héros l'ont rendu plus ou moins faible. Et du coup, par rapport au discours de l'hypnotiseur, on crame assez vite que c'est l'un des deux, soit parce que le frère, du coup, aurait menti sur les raisons de... Enfin, aurait menti sur les séquelles qu'il en a gardées, soit du coup, c'était la sœur. Au final, ça se révèle être la sœur. Donc là-dessus, c'était un chouïa prévisible. Pas autant que dans The Big Hero, mais quand même. Après, l'hypnotiseur en soi est pas aussi charismatique que Syndrome, je trouve. Bon après, Syndrome, ça reste le premier, voilà. Plus en français, doublé par Bruno Salomon, que j'adore. Mais il a un look plutôt stylé, et tout ce qu'il apporte, surtout, est très intéressant. Je trouve que Les Indestructibles sont aussi de bons films, parce qu'ils ont des bons méchants, qui amènent de bons sujets de débat dans les films. Et là où Syndrome avait une rancœur personnelle contre les super-héros qu'il avait rejetés, et du coup il voulait faire en sorte que tout le monde, déjà il voulait tuer les super-héros et faire en sorte que tous les hommes, tous les humains deviennent des super-héros, par rapport à sa fameuse phrase, une fois que tout le monde sera super, plus personne ne le sera. L'hypnotiseur, elle a pas tout à fait le même ressenti, puisque oui c'est venu de par son père qui est mort, mais il n'y a pas de rancœur vraiment personnelle envers les super-héros. Les super-héros ne sont que la représentation de la société actuelle, et ça d'ailleurs elle le dit dans son discours au début. Selon elle, les super-héros rendent les gens faibles tout simplement parce qu'ils ne se protègent pas eux-mêmes. Ils ne font que compter sur les super-héros, ils s'affaiblissent. Mais il n'y a pas que ça, la télévision les rend paresseux. Ils préfèrent regarder du sport plutôt que de faire du sport.
il y a toute cette espèce de critique sur la société de consommation qui, encore une fois, est pas non plus trop creusée une fois qu'on sort un peu de la limite super-héros, parce qu'encore une fois c'est un Pixar et que le film doit durer 2 heures je crois à peu près, donc il n'y a pas le temps de tout dire non plus, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin, parce que le débat était vraiment très intéressant, et c'est au final là où les politiciens veulent pas des super-héros parce qu'ils créent des dégâts et tout ça, elle, l'hypnotiseur, elle s'en fout. Elle va surtout jouer de ça pour essayer de faire en sorte que les anti-super-héros aient d'autres arguments, mais son vrai but c'est qu'il n'y ait pas de super-héros parce que ça affaiblit la population. Et on voit encore une fois les conséquences du premier film où les super-héros ont fini par être interdits puisque ok ils sauvaient des vies, mais ils causaient des dégâts, ils faisaient pas forcément ce qu'ils devaient faire. Il y avait plein de problèmes puisque c'était pas super bien encadré, du coup ils avaient décidé d'être interdits. Sauf que là on en arrive à une époque où dès qu'il y a des super-héros, du coup des justiciers puisqu'ils sont illégaux, on ne montre que les dégâts causés, c'est ce qui se passe avec le démolisseur. Le démolisseur, si les indestructibles n'avaient pas été là, il y aurait eu beaucoup de victimes, plus de dégâts. Sauf que le résultat final qui est pointé du doigt, c'est il y a eu des dégâts, la banque a quand même été cambriolée, et en plus le démolisseur est en fuite. Et il y a ce problème de on montre pas la bonne chose, et c'est de là aussi que ça part, c'est on va montrer ce que font vraiment les super-héros, et on se rend compte en fait que là où au départ tout le monde voyait les super-héros comme oh, c'est trop cool, c'est super, c'est des super-héros, on a montré leurs points négatifs et on a fini par ne garder que les points négatifs. Et là on ramène sur le devant de la scène que oui ok, il y a des choses mais les super-héros sauvent des vies. Et c'est là selon moi après un petit point faible du film quand même, c'est que la fin est assez rushée. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont peut-être pas assez creusées dans certains domaines, même par rapport au premier. Mais c'est vrai que la fin, où du coup tous les dirigeants politiques se retrouvent pour signer, est interrompue du coup par les super-héros qui sont contrôlés. Et on se rend droit de se dire ça va relancer la débat des super-héros, ça va encore causer des problèmes, et au final non. Dès que le bateau qui a été détourné pour s'écraser est stoppé, tout de suite après ça cut, il y a une ellipse et paf, le juge déclare que les super-héros sont redevenus légaux. Donc là-dessus ça va un peu vite, c'est un petit peu rushé sur la fin, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire, ouais voilà. Il fallait que ça se termine par une happy end, entre guillemets, ça y est, les super-héros sont enfin légalisés, sinon on aurait piétiné, le film aurait pas servi à rien, mais on n'aurait pas beaucoup évolué, mais ça va un peu vite pour le coup, personne se redemande, et à part au début du film où on a encore cette thématique un peu comme dans le premier que les super-héros causent des dégâts, c'est assez vite oublié après, et même quand Elastigirl revient sur le devant de la scène, personne réagit en fait. On voit pas de manifestation. Il y a une manifestation pour supporter Elastigirl, mais il n'y a pas le camp opposé avec les anti-super-héros. Et ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu au film, d'opposer justement après, une fois qu'on était lancé, d'opposer un peu des gens qui seraient contre le retour d'Elastigirl, et pour lesquels elle aurait lutté, puisqu'au final on voit Elastigirl à la télé, mais tout le monde semble hyper content de retrouver Elastigirl, trop cool, les super-héros reviennent. Il n'y a personne qui est en train de se dire, tiens, ça y est, ils vont reprendre le pouvoir, enfin ça recommence, il n'y a vraiment personne qui s'y oppose, si ce n'est l'hypnotiseur, mais après, pour d'autres raisons que juste les super-héros doivent rester illégaux en fait. Et pour terminer, j'ai envie de dire qu'on aura très certainement droit à un 3, puisque le démolisseur n'est toujours pas arrêté, à savoir, s'il y a bel et bien un 3, quel sera le thème, quelle sera la place des super-héros, puisque je pense, et là j'espère qu'il y aura pour le coup une ellipse entre le 2 et le 3, où Jack pourrait grandir, Flèche serait cette fois ado, Violette adulte, enfin qui est beaucoup de super-héros, qu'une société super-héroïque soit recréée, et voir après d'autres problèmes, peut-être pourquoi pas une législation du coup pour mieux les encadrer s'ils sont trop nombreux, un peu dans le délire d'un Civil War, pourquoi pas, voir ce qu'ils vont pouvoir faire et voir comment le démolisseur pourrait être intégré à ça. Du coup, au final, Les Indestructibles 2, un très bon film, je valide. Faudra que je retourne le voir, hein, ça reste une réaction à chaud, donc il y a peut-être des choses que j'ai pas forcément relevées qui vont plus me marquer après, et des choses que je trouve bien qui, avec une analyse plus profonde, seront peut-être un peu moins cool, je sais pas encore, mais faudra voir pour une vraie analyse, et j'aimerais beaucoup vous faire d'ailleurs une vraie analyse sur ces deux films, par rapport à tout ce qui traite en détail de la place des super-héros, je trouve ça très intéressant. Du coup, foncez le voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et très bientôt sur YouTube si cette vidéo vous a plu, moi je vous laisse, salut à tous.